Bonjour. Bonjour. Je vais commencer par... c'est pas une question. Je vais juste partager quelques gratitudes. Et la première, c'est... je remercie ma copine qui m'a conseillé ta page Facebook en 2016. Ça date déjà d'il y a longtemps. Et quelque part, tu fais un petit peu partie de ma vie. Je te tutoie parce qu'en fait, tu fais un peu partie de ma vie parce que tes méditations, je les ai suivies sur YouTube. Et à des moments très compliqués de ma vie, tu as fait partie d'une des petites lumières. Et pour ça, je voulais te remercier. Et c'était pour moi évident de te rencontrer ce soir. Donc merci. Bonsoir. Moi, avant tout, je voulais te remercier pour ce que tu as fait ce soir, c'est-à-dire amener un sujet aussi loufoque et mal vu que la méditation et utiliser un langage adapté et pouvoir le partager avec tout le monde. Je trouve que ce que tu as fait ce soir, c'est super fort. Et c'était surtout ce que je voulais te dire, mais vu que c'est plus cool de poser une question, j'en ai cherché une. Est-ce que tu crois que plus longtemps dans sa vie, on s'est identifié à son mental, plus il est dur de s'en détacher. Est-ce que la question de temps là-dedans joue quelque chose? Seulement pour avoir ton avis. Ouais, c'est une bonne question. Merci pour cette question. Je dirais, en fait, la façon dont je formulerais le truc, c'est que je dirais, plus on médite, mieux on arrive à se désidentifier du mental. Donc c'est un peu pour dire oui à ce que tu as posé comme question, mais vu différemment. Je pense qu'on peut voir la base comme je suis identifié à mon mental. Et si j'ai pas fait ce travail, de toute façon, je suis mon mental. C'est Eckhart Tolle qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Moi, ma transformation, elle s'est passée en lisant Eckhart Tolle et en comprenant justement la tyrannie du mental. C'est lui qui me l'a expliqué. Et ce qu'il dit, et ce qui m'a frappé, moi, en tant que Français, en plus, il dit je pense donc je suis. Cette phrase de Descartes, c'est la plus grosse ineptie de l'histoire de la pensée. C'est la plus grosse erreur de l'histoire de la philosophie. Parce que je suis au-delà de ce que je pense. Je suis capable d'observer ma pensée, mais ce que je suis n'est pas déterminé par le contenu de ma pensée. Et quelque part, on peut résumer l'identification au mental à cette phrase de Descartes. Je pense donc je suis. Alors bon, j'ai déjà eu des querelles avec certaines personnes sur ça pour savoir exactement, mais il voulait pas vraiment dire ça. C'était pas ça justement qu'il voulait dire Descartes. Mais c'est comme ça qu'on l'interprète en tout cas. Je pense donc je suis, c'est qui je suis. C'est mes croyances, c'est mes opinions, c'est tout ce qui concerne cette matière mentale. Et c'est vrai que plus on a passé de temps à construire cette matière mentale, plus ça peut être difficile effectivement ensuite à déconstruire. Moi, j'ai passé une très grande partie de ma vie à construire mes goûts, à construire mes connaissances, à construire des relations, à construire des accomplissements dont je puisse me prévaloir objectivement et tout, pour comprendre qu'en fait, ça, c'était de la matière mentale à laquelle je m'étais identifié et qu'en fait, ça m'apportait rien du tout pour savoir dans quelle mesure j'étais capable d'être bien dans un parc. Parce que la vie, c'est ça. C'est dans quelle mesure est-ce que je peux être bien dans un parc ? Ou à un concert, ou devant un coucher de soleil, ou à danser. Et c'est ça, en fait. Et dans quelle mesure je peux me désidentifier de mon mental. Et effectivement, il a la peau dure. Il y a du taf. Vraiment. Moi, ce que je vous dis, c'est de méditer 10 minutes par jour, parce que je sais que plus j'ai perdu tout le monde. Déjà, même avec 10 minutes, j'ai perdu des gens. Moi, évidemment, aujourd'hui, je médite plus que 10 minutes par jour, parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'on commence, après, on a envie d'en faire plus. C'est comme certaines personnes qui se mettent à la course. Elles vont peut-être faire 20 minutes une fois par semaine, et elles vont se retrouver quelques années plus tard à courir un marathon, parce qu'elles ont commencé à avoir le truc, à ressentir en elles-mêmes à quel point ça faisait du bien. Moi, le livre, là, je raconte ma retraite Vipassana. La retraite Vipassana, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
c'est une retraite où on médite pendant 10 jours, 10 heures par jour, dans le silence total, avec interdiction de parler, interdiction d'écrire, interdiction de lire, interdiction même de croiser le regard de qui que ce soit. L'idée, c'est d'être seul avec soi-même. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est seul avec soi-même pendant 10 heures par jour, pendant 10 jours? C'est que là, on voit vraiment à quel point le mental, il est tyrannique. On voit ce qu'on a à l'intérieur de nous, avec quoi on vit sans même s'en rendre compte. Et on voit l'étendue du problème. Parce qu'on ne s'en rend pas compte tellement, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand l'exercice de l'identification au mental. Je pense sans me rendre compte que je pense, donc je ne me rends même pas compte de l'étendue du problème. Mais si j'essaye pendant 10 heures par jour de me concentrer sur mes sensations physiques et sur ma respiration, là, il va y avoir des choses qui vont remonter, des choses qui vont venir même des profondeurs de mon être qui vont remonter et qui vont m'aider justement à avancer et à plus me désidentifier du mental. Je suis parti complètement dans tous les sens. Ouais. Bonsoir Jonathan, merci pour la conférence. Je vais me permettre de te tutoyer du coup, vu qu'on est parti. On se tutoie à tout le monde. Parfait, nickel, merci. Si j'ai bien compris, en gros, tu voulais vraiment te séparer de ton mental. Je trouve ça très intéressant. On sent quand même que tu es un petit peu inspiré par le bouddhisme. Et donc, ouais, tu veux te séparer de ton mental, de tes sentiments, de tout ce que tu penses. Et du coup, ma question, c'est il te reste quoi après t'être séparé de tout ça? Quand tu t'es séparé de tout ça, il te reste quoi? Et surtout, il te reste quoi à donner? Parce que, en plus, tu as l'air d'être un mec qui aime bien donner, puisque ce soir, et encore merci, tu nous as donné une conférence. Mais du coup, il te reste quoi à donner? Et ma deuxième question, c'est parce qu'en général, quand j'entends les gens parler du bonheur, je les entends beaucoup parler de l'amour ou de l'affection des proches, etc. Et tu n'en as pas du tout parlé. Donc c'est pour savoir si dans ta philosophie, dans ta façon d'être et dans tes méditations, tu prenais en compte cette idée d'amour. Voilà. La première question, c'est comment tu fais une fois que tu t'es séparé? C'est ça la question. Comment tu fais une fois que tu t'es séparé de ton mental? Tu peux pas. Moi, mon mental, il continue à me parler. J'ai médité des centaines d'heures. Donc mon mental, il s'arrête pas. Mon mental, il devient de plus en plus aiguisé à chaque fois pour trouver des nouvelles manières pour venir me la faire à l'envers et pour... Non. Le mental, il s'en va pas. L'ego, il s'en va pas. L'histoire de ma vie, mes accomplissements, mes trucs, tout ça, ça s'en va pas. Ce qui change, c'est le rapport que j'entretiens avec. C'est comment est-ce que j'arrive à interagir avec. Comment est-ce que j'interagis avec l'ombre qui est en moi aussi. On a tous tendance à faire semblant qu'il n'y a pas d'ombre. C'est les autres les cons. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est les autres les égoïstes. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est les autres les narcissiques, les pingres, les jaloux. Moi, je ne suis pas comme ça. Alors qu'on a tous de l'ombre à l'intérieur de nous. On a tous du narcissisme, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la peur, du matérialisme, de la culpabilité, de la jalousie. On a tous chacun des goûts différents, mais on a tous la glace, quoi. On a tous ça à l'intérieur de nous. Donc l'idée, c'est comment est-ce que je vais interagir différemment avec ça? Et en fait, il y a un lien du coup entre la première et la deuxième question, parce que comment j'interagis avec ça, c'est avec l'amour. C'est en apprenant à aimer mon ombre, en apprenant à comprendre que ça vient d'une souffrance, que ça vient d'un enfant blessé à l'intérieur de moi, et que, au lieu de faire semblant que ça n'existait pas, ou de me culpabiliser, de dire « Oh, je suis une personne terrible », apprendre à regarder cette ombre et à la prendre dans les bras, à lui donner de l'amour, c'est-à-dire à savoir se donner à soi de l'amour. Et ce thème de l'amour, c'est le thème le plus important qui soit, mais j'avais qu'1 heure et demie. Il y a déjà beaucoup à dire rien que sur la tyrannie du mental. Mais évidemment, l'amour, c'est le but. Si tu me demandais c'est quoi le but de la vie d'après toi, je te répondrais je pense que le but de la vie, c'est d'apprendre à donner et recevoir de l'amour. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est la plus longue étude jamais faite sur le bonheur par l'université de Harvard sur plus de 80 années, a conclu que la chose la plus importante pour le bonheur, c'était les rapports qu'on entretenait avec les autres.
Mais la grande découverte, pour moi en tout cas, c'est que pour avoir les meilleurs rapports possibles avec les autres, je dois d'abord avoir un bon rapport avec moi. Et avoir un bon rapport avec moi, c'est d'abord avoir un bon rapport avec mon mental. Donc si je vais être capable de donner, d'ouvrir mon cœur, de transformer le jugement en compassion, de ne pas répondre à la négativité par de la négativité, mais à répondre à de la négativité par un cœur ouvert, j'ai besoin avant de savoir moi travailler sur mon mental, de savoir moi gérer ma propre négativité. Parce que si je ne sais pas gérer ma propre négativité, je ne saurais certainement pas gérer la négativité de l'autre, et donc je ne saurais pas aimer. Ça répond à ta question ? Ouais. Bonsoir. Merci pour cette conférence, déjà c'est très très intéressant. Alors moi j'ai une question, je voulais rebondir sur ce que tu as dit juste avant, à savoir la prise en compte un peu de l'enfant oublié, le prendre un peu dans ses bras, etc. C'est peut-être une question un peu technique, mais j'ai du mal à saisir quelque chose. Quand tu parles de méditation, d'un côté, tu dis qu'il faut un peu se déconnecter de son mental, mais moi, tout ce que j'ai pu lire, notamment dans l'école de Palo Alto, dit qu'au contraire, dans la méditation, il faut se reconnecter au maximum avec ses émotions, avec peut-être notre enfance qu'on a pu ressentir, que ce soit dans une journée ou dans une vie au final. Du coup, je voulais voir, est-ce que tu envisages davantage la méditation comme une déconnexion ou comme une espèce de reconnexion ? Voilà. Les deux, mon général. C'est une déconnexion et c'est une reconnexion. Il n'y a pas... Ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est des concepts. Des concepts, c'est des mots, en fait, qui sont des outils. L'idée, c'est pas de faire de ces concepts des croyances, de les intégrer à notre moi-histoire sans les remettre en question. Tu as besoin des deux. Tu as besoin de savoir connecter à ton enfant intérieur, ou comment tu as envie de l'appeler, ou aux blessures que tu as, mais tu as besoin aussi de déconnecter dans la mesure où tu vas t'en désidentifier. C'est une danse. Et la présence, justement, c'est savoir de quoi j'ai besoin à l'instant T. La présence, c'est savoir dans quelle mesure je me sers de ce concept-là, dans quelle mesure je ne m'en sers pas. La croyance, c'est de ne pas être présent. Et c'est de rentrer dans une situation et de dire déconnexion, 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 ou connexion, connexion, connexion. L'idée, c'est que c'est tout un travail. Moi, personnellement, mon travail spirituel, c'est un travail aujourd'hui qui a différentes influences. Et deux de ces influences, c'est d'une part, il y a l'influence orientale, bouddhiste, de méditation, de connexion à l'instant présent, de ressentir les émotions. Mais quand tu fais une retraite vipassana et que tu as l'enseignant Goenka qui te parle des enseignements de Bouddha, il ne te dit pas va à la racine pour essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi ton enfant intérieur il est blessé. Il te dit regarde la sensation physique. Regarde comment ça se manifeste en toi et laisse-la partir. Et concentre-toi sur tes sensations physiques. Et ça, c'est la technique de méditation de Bouddha. Mais c'est un outil, ça, c'est un système conceptuel. Tu as le système conceptuel de la psychothérapie qui t'invite à aller voir ton histoire, qui t'invite à aller comprendre où tu as mal, qui t'invite à essayer de ressentir là où tu as mal pour justement t'en débarrasser. Le problème, c'est que si tu vas trop loin là-dedans, et que tu t'identifies complètement à ton histoire et trop à ton histoire, l'approche thérapeutique, elle devient contre-productive. Donc il y a toujours cet équilibre à trouver. Cet équilibre entre ce que tu peux appeler la connexion et la déconnexion. Ça répond à ta question ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ce qui me plaît bien dans ton discours, c'est que tu nous apprends à être enfin bien avec nous-mêmes. Parce que nous, les Occidentaux, là je fais référence à la fois à Tolle, Eckhart Tolle sur le pouvoir du moment présent, et puis surtout Nouvelle Terre, le livre qui a suivi, oui. Et qui montre bien que nous, les Occidentaux particulièrement, nous sommes très dysfonctionnels. Il suffit d'ailleurs de prendre n'importe quel journal pour voir sur toutes les colonnes uniquement des mauvaises nouvelles, nous montrant bien qu'on est très dysfonctionnel, on est très ingénieux pour se pourrir l'existence ou pourrir l'existence de nos congénères. Et donc, d'ailleurs, je te reprends à ce propos parce que tu as dit que les journaux ne racontaient que des mauvaises nouvelles. Ici, on est en Vendée et il y a un journal qui s'appelle Demain Vendée et qui a pour partie
de ne relater que des nouvelles positives et des initiatives positives en relation avec la transition écologique, des ressources comme tu nous en as apporté ce soir, par exemple, ou des produits qui font du bien. C'est bien. Voilà. Donc, pour revenir à mon propos, là, donc, Eckhart Tolle, comme d'autres instructeurs spirituels, ils avaient proposé plusieurs techniques pour essayer de contrôler un peu le mental, sans batailler avec lui, parce que je crois que c'est pas la question. On ne peut pas batailler avec le mental, on est perdant d'avance. Donc les techniques, il y en a une que j'aimais bien, et qui est celle des taoïstes, qui a été popularisée par Mantak Chia, je crois que tu connais, et ainsi qui est utilisée aussi par les pratiquants de Tai Chi et d'aïkido, et qui consiste à porter son attention sur l'énergie, et plus particulièrement sur le point d'énergie source qui se trouve dans l'abdomen, de façon à se déconnecter provisoirement des émotions et des pensées. Et puis il y a une autre technique, je pense que c'est un peu la tienne, qui consiste à se mettre en position de témoin par rapport au mental, regarder passer les pensées, les émotions, sans se laisser embarquer par elles, de façon à ne pas leur donner d'énergie et leur donner le pouvoir de s'inscrire encore mieux dans les circuits neuronaux du cerveau. Voilà. En fait, j'ai pas vraiment de questions, mais je sais pas si je sais pas si je suis en accord avec ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit résonne avec moi, et c'est je crois que un des concepts que tu as employé qui me parle le plus, c'est celui d'observation. Je pense que c'est la chose la plus importante que la méditation nous apprend. Parce qu'en créant un espace qui permet de mieux percevoir, j'observe mieux, et donc du coup, j'ai pas cette interprétation directe. Je ne sais pas si vous aviez vu Dr Folamour avec Peter Sellers, qui fait comme ça, avec son bras, il se retient de faire le signe du Troisième Reich. C'est un peu comme ça. Comment est-ce que je m'empêche de réagir? Comment est-ce que j'apprends à observer ces choses en moi qui sont potentiellement problématiques, et à pas les nourrir? Et ça demande justement de mettre de l'espace. Après, sur Mantak Chia, moi je le connais surtout pour ce qu'il dit sur l'énergie sexuelle, sur comment faire circuler l'énergie sexuelle, comment ne pas gaspiller l'énergie sexuelle. Il y a beaucoup de choses autour de ça, notamment sur notre approche du sexe, qui est une approche de consommation pour beaucoup. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est un sujet d'ailleurs dont je parle un peu dans le livre, et c'est quelque chose avec lequel je suis vraiment en train d'essayer d'évoluer. Mais si la tyrannie du mental, c'est niveau 1 et l'amour, c'est niveau 2, là, c'est niveau 5. Là. Ouais. Bonsoir. Oui. Excuse-moi. C'est bon. Merci pour le partage et le point de vue sur la méditation. Je voulais savoir, il y a les moines ou même des personnes qui pratiquent le moment présent. Pour toi, c'est quoi la différence en fait entre cette pratique? Qu'est-ce qu'on y gagne en fait à méditer? Et si c'est la différence en fait, c'est le côté spirituel en fait. Qu'est-ce que serait la spiritualité pour toi en fait, avec tes mots? Parce que en fait, j'ai déduit que c'était la spiritualité, mais en fait, je fais peut-être fausse route. De la différence entre le moment présent, de vivre le moment présent de tous les jours, comme balayer ou faire une activité comme le potager, des choses comme ça, qui peuvent être une façon de méditer en fait pour certaines personnes. Alors, ce que je trouve utile, c'est de définir la méditation simplement par rapport à deux concepts qui sont les concepts d'attention et d'instant présent. À chaque fois que je porte mon attention sur l'instant présent, quelque part, je suis en train de méditer. Ça, c'est la méditation définie au sens très large. Donc, je peux être en train de méditer quand je suis en train de travailler sur mon potager. Je peux être en train de méditer quand je suis en train de jouer au tennis. Je peux être en train de méditer quand je fais la vaisselle. Maintenant, l'attention humaine est telle que si tu veux réussir à transformer ces activités du quotidien dans des méditations, tu as besoin d'une pratique du silence. Tu as besoin d'une pratique où tu vas ramener ton attention quand elle va se perdre. Parce que c'est vraiment une capacité qui se muscle
Et donc, pour réussir à transformer des activités de la vie de tous les jours en méditation, et d'ailleurs c'est une des plus grandes joies de la vie, de réussir à transformer des activités du quotidien en méditation, il faut avoir une pratique méditative, d'être assis dans le silence et de se concentrer sur sa respiration. Ça répond à ta question ou pas? Ouais. Sur... Ouais. Je vais déjà commencer par, à mon avis, ce que c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui parlent de spiritualité, mais la seule chose qui les préoccupe, c'est l'au-delà, les anges, les morts. Et j'ai rien contre tout ça, et j'ai même moi-même quelques croyances qui sont mystiques, mais que je partage pas vraiment parce que c'est un peu ce que je crois de la magie de l'univers, etc. C'est plutôt quelque chose que je partage, que je garde pour moi. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est comment est-ce que je fais pour me rendre heureux et pour rendre heureux les gens autour de moi. Comment est-ce que je fais pour reprendre la question de tout à l'heure, comment est-ce que je fais pour apprendre à m'aimer et puis à donner de l'amour autour de moi? La spiritualité, pour moi, elle n'a pas de sens si elle ne nous aide pas à mieux vivre dans cette vie-là, incarnée, corporelle. C'est ça la chose la plus importante. La spiritualité, pour moi, c'est comment est-ce que je réagis quand je suis le matin à la machine à café, que je me sens plutôt bien et que j'ai quelqu'un qui vient et qui m'agresse. Est-ce que je l'envoie promener? Ou est-ce que je fais un pas en arrière et je me dis, il doit être mal luné, il doit être mal, j'essaye de prendre sur moi, j'essaye de monter sa fréquence. Pour moi, c'est ça, la spiritualité. Pour moi, c'est être capable de donner sans que personne te voie. Être capable de te séparer d'objets auxquels tu es attaché parce que c'est mon objet, c'est my precious. Et dans quelle mesure tu peux t'en débarrasser? Pour moi, la spiritualité, c'est comment tu fais face à la peur de manquer. Comment tu regardes cette peur de manquer, comment tu regardes le manque que tu as véritablement eu dans ta vie, comment tu vois la dissonance entre les deux et tu dis j'arrête de nourrir cette peur de manquer parce que j'ai tellement moins manqué que ce que j'ai eu peur de manquer. Comment est-ce que tu regardes ta peur d'échouer et d'être ridicule pour aller et essayer de vivre une vie qui est alignée avec ce que tu crois, pas avec ce que croient les gens autour de toi? Où tu vas trouver véritablement la raison pour laquelle toi tu es sur cette terre, pas pour laquelle la société te dit que tu es sur cette terre, pas pour laquelle les gens te disent que tu es là. La spiritualité, c'est ce qui permet donc de vivre avec alignement, ce qui permet de vivre avec amour, ce qui permet de vivre avec respect. C'est ça pour moi, la spiritualité. C'est comment est-ce que je profite au mieux de cette chance incroyable que j'ai d'avoir un corps et de vivre cette vie chaque jour. C'est ça pour moi la spiritualité. Alors, juste avant la prochaine question, il y a une voiture noire immatriculée DD702JV qui est stationnée devant le portail de sortie et d'entrée donc, de la résidence universitaire de l'ICES. Donc son propriétaire ou son conducteur ou conductrice est prié d'aller déplacer cette voiture noire immatriculée DD702JV. Merci. Je ne sais pas, ce serait une BMW a priori, mais c'est pas sûr. On va demander plus de précision si vous voulez. Bonsoir. Je vous trouve fantastique, extraordinaire. Ce que vous avez vécu, c'est comme un retour sur vous, une deuxième naissance. C'est un peu ça. Ah ouais. Non? Ouais. Et puis, là-bas, vous essayez de réparer la fabrique, ce qui est mal fait dans l'humain ou on est passé à côté. Donc vous avez parlé d'amour, c'est le 5e élément qui relie l'être au tout.
Vous le connaissez, le 5e élément? Je connais que le film de... Ben, je vais vous le dire, c'est l'amour dans la fabrique de l'humain. Vous citez Antonio Damasio, qui a écrit L'ordre étrange des choses. Et il dit que c'est l'inconscient, la mémoire, mais pas qui nous vient de nos parents, de très 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 loin. Et Daniel Goleman, il a écrit aussi sur l'intelligence émotionnelle. Donc c'est les émotions qui conditionnent le monde. Et ça commence par l'amour dans la fabrique de l'humain. Oui. Donc vous avez du travail, mais vous êtes fantastique dans ce que vous dites. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Mais quand j'entends que vous dites vous avez du travail, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai d'abord du travail sur moi. Oui, non, mais d'accord. Et après, ouais. Et parce que la première et la seule personne sur laquelle on peut vraiment travailler, c'est ça. C'est soi-même. Mais c'est un sacré chantier quand même, s'aimer soi. Dépasser nos souffrances. Pardon ? Dépasser les souffrances de l'enfance, l'inconscient. Ouais. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Vous voyez un peu, vous pouvez faire des conférences. Pardon ? Vous pouvez faire des conférences. Oui. Et puis, chez les enfants, pour les enfants. Et il y a Boris Cyrulnik qui a écrit un livre aussi, qui veut éduquer les parents avant de fabriquer un enfant, si vous voulez, de les éduquer à l'amour. Donc, Je crois qu'on a tous besoin d'être éduqués à l'amour, effectivement. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Donc, j'avais une question, laquelle est, n'est-il pas dangereux de non pas du coup de se déconnecter, mais au moins de se dissocier de ce mental, de ce moi-histoire, lequel reste malgré tout l'histoire de notre vie, donc également une partie de nous-mêmes. Dangereux comment ? Je peux vous... Dans le sens où on chercherait à se dissocier d'une partie de nous-mêmes, ou pour reprendre un vocabulaire psychologique, de refouler des choses qu'on ne voudrait pas voir, par exemple. Ouais, c'est sûr que si je refuse de voir des choses qui sont en moi, c'est en général pas une bonne chose, parce que les choses que je refuse de voir, c'est des choses qui vont avoir tendance à se manifester de plus en plus. Si moi, je regarde pas, par exemple, des tendances que je peux avoir au narcissisme, je vais donner trop d'énergie à ce narcissisme. Donc j'ai besoin de le regarder, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir d'où ça me vient de l'enfance, dans les blessures avec papa, maman. Et effectivement, dans cette mesure-là, c'est extrêmement utile. Mais je pense que parfois, on a besoin de se dissocier de l'histoire. On a besoin de vivre autrement qu'au travers cette histoire. Parce que sinon, elle nous pourrit la vie. C'est une partie de nous, mais c'est juste une petite partie de nous. Et c'est une partie, comme je crois qu'on l'a vu dans la méditation, qui évolue. La personne qu'on est vraiment, c'est la conscience qui est immuable. Là, je vais rentrer peut-être dans des considérations un peu mystiques. Je ne le fais pas en général, je suis désolé, mais qui on est vraiment, si je devais répondre à cette question, c'est si on regarde là les lampes qu'il y a dans la salle, il y a plein de lampes différentes. Mais il y a une électricité. Ça veut dire, on dirait qu'il y a plein de lampes différentes, mais il y a une seule électricité. Et de la même façon que nous, on est plein de personnes différentes, il y a une conscience qui alimente tout ça. En tout cas, ça c'est ma croyance, et c'est pas quelque chose que je peux démontrer. Mais il y a une conscience. Et cette histoire, ce moi-histoire, c'est l'illusion de la séparation. Imagine, t'es une vague dans l'océan. Et tu regardes les autres vagues et tu dis « Oh, elle est grosse cette vague. Oh, elle est con cette vague. Oh, c'est une faillotte cette vague. » Etc. Mais en fait, tu vois pas que cette séparation, c'est une illusion. T'es pas la vague, t'es l'océan. De la même façon que ça, c'est pas ces lampes-là,
c'est la conscience. Et le travail dont on parlait avant d'amour, c'est ça. C'est de réussir à comprendre que ces histoires, c'est une séparation, mais c'est une séparation qui est illusoire. Et je ne peux pas m'aimer moi sans aimer l'autre, et je ne peux pas aimer l'autre sans m'aimer moi. C'est pas possible. Et ces histoires, elles créent des comparaisons, elles créent des jugements, elles créent des conflits, elles créent des eux contre nous, elles créent toutes les horreurs de l'histoire de l'humanité. Elles créent aussi toutes les choses fantastiques, toutes les grandes découvertes. Il n'y a pas de grande découverte scientifique sans histoire, mais il n'y a pas aussi de génocide, de guerre sans histoire, sans cette illusion de la séparation. Et je crois que ce dont on a le plus besoin aujourd'hui en tant qu'espèce, c'est pas de renforcer cette illusion de la séparation, c'est au contraire d'essayer de la dissoudre un petit peu. C'est pas de renforcer le poids des histoires, mais c'est au contraire réussir un petit peu à leur enlever un petit peu d'énergie. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde politiquement, ce dont on a besoin, et Eckhart Tolle, il dit aimer, c'est se reconnaître en l'autre. Ça veut dire en quoi est-ce que je vois en l'autre ce qu'il y a également en moi. En quoi est-ce que si tu viens et que tu es en colère ou si tu es égoïste, au lieu de dire « Ah, t'es qu'un égoïste », je dis « Attends, cet égoïsme que je vois, il est également en moi. » Et où je connecte. Aujourd'hui, avec les menaces qui pèsent sur notre espèce, que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau technologique, au niveau des recherches en génétique, la chose dont on a le plus besoin, c'est de s'aimer et de voir en quoi est-ce qu'on est semblables les uns aux autres et de s'allier et de travailler en commun. Mais pourtant, ce qu'on est en train de voir politiquement, qui est en train de se passer, c'est exactement l'inverse. Et c'est le renforcement des histoires de collectivité. Nous, les Américains, nous, les Turcs, nous, les Brésiliens, nous, les Blancs, nous, enfin, c'est donc... Après, encore une fois, c'est des concepts et c'est pas l'idée de transformer ça en croyance. C'est au cas par cas. Mais je pense que la tyrannie du moi-histoire, et notamment des moi-histoires collectifs, mais qui vient avant tout de nos moi-histoires individuelles, elle est ce qui est en train de nous faire aller dans le mur. Je sais pas si ça répond à ta question, je suis parti dans tous les sens. Mais quoi ? Effectivement quoi ? Je parle. D'accord. Ok. Que j'ai 13 sur 20. Donc, moi, je voulais te remercier pour toute cette conférence. Enfin, c'est génial, c'est du bonheur, gratitude. Donc la pensée positive, hein, tout ce que tu nous as expliqué, je suis vraiment convaincue de ça. Moi, je travaille en psychiatrie. J'espère qu'un jour, ça va arriver, parce qu'aujourd'hui, on soigne les gens pour la dépression avec des médicaments, les antidépresseurs, les anxiolytiques. Ok, c'est bien. Moi, je trouve que ça endort le problème. Donc, à quand la méditation ? À quand tout ça dans nos hôpitaux ? Dis-moi comment on peut faire pour ramener tout ça... Ouais. J'ai créé un kit santé qui est sur la page des Antisèches du Bonheur. Si tu vas lesantisèches.com et que tu tapes intérêt général, tu vas voir qu'il y a un kit pour les écoles et un kit pour les hôpitaux qui sont des méditations guidées, accessibles gratuitement. J'avais notamment travaillé avec une amie à moi qui était atteinte d'un lymphome, qui est une forme de cancer, et avec qui on avait fait une méditation, co-créé une méditation de visualisation, justement, inspirée de méditations qui existent pour visualiser comment est-ce qu'on sort les cellules malades et comment est-ce qu'on apporte de la guérison aux cellules, à nos cellules, et enfin, il n'y a pas encore de preuves scientifiques sur ces techniques de visualisation, mais il y a beaucoup de gens qui se sortent de leur cancer, qui disent que ce genre de visualisation les ont aidés. On a créé des méditations pour se préparer à une intervention chirurgicale, pour mieux gérer la douleur physique. C'est tout petit pour l'instant, et je pense que ce soit dans les hôpitaux ou les écoles, il ne faut pas attendre que ça vienne du haut.
il faut voir dans quelle mesure il y a des personnes qui sont motivées, qui sont là, qui travaillent au jour le jour, des médecins, des infirmières, des enseignants pour les écoles et qui veulent bien commencer à faire ça, parce que je crois qu'il commence à vraiment y avoir une évolution à ce niveau-là. Quand j'ai écrit mes premières méditations guidées il y a 4 ans, ou 5 ans, je ne sais plus, on m'a regardé, on m'a dit « Mais c'est quoi ton truc, là ? C'est quoi ton truc de hippie qui fume des joints, quoi ? Qu'est-ce que tu viens... » Aujourd'hui, la méditation, on en parle de plus en plus. Il y a un député, je ne sais plus lequel, qui a pris position sur ça. En Angleterre, au niveau gouvernemental, pour les écoles, c'est en train de se développer. Il se passe quelque chose et on peut tous, chacun, contribuer. Déjà en pratiquant nous-mêmes et ensuite en voyant comment, si toi, dans ton hôpital, tu as moyen, tu peux peut-être à certains patients leur suggérer des enregistrements, leur suggérer d'écouter, de voir. Moi, je sais qu'il y avait un hôpital à Paris où j'étais allé, où on avait fait écouter des méditations à certains patients. J'avais même fait une méditation sur la radio de l'hôpital. Ça évolue. Il faut des bonnes volontés et des personnes qui d'abord qui se l'appliquent à eux-mêmes et ensuite qui essayent de l'appliquer à leur entourage. Il nous reste 2 petites minutes pour une dernière question. Alors je vais faire vite. Bonsoir Jonathan. Déjà une première chose, merci d'être qui tu es. Et merci d'être qui tu es en rapport à qui nous sommes. La deuxième chose, et ça c'est peut-être une question, comment est-ce que tu fais toi, parce que tu as évoqué le mental tyrannique, donc voilà, cette petite bestiole, cette petite voix qui nous parle toute la journée là. C'est quoi ton truc quand on a quelqu'un qui, par exemple, nous hurle dessus, ou quand on a une pensée, un engramme, un programme, quelque chose qui vient, qui se réveille? C'est quoi ton truc? Parce qu'on n'a pas le temps de méditer là, la journée quand ça se produit. C'est quoi ton truc pour l'effacer comme ça? Pour effacer ou pour répondre? C'est quel cas dont on parle? On parle de quelqu'un qui vient t'agresser, ou on parle de toi qui t'agresse de l'intérieur? Toi, tu reçois. Toi, en tant que récepteur, comment est-ce que tu fais pour te libérer de ça? Tu parles de quand ça vient de l'intérieur ou quand ça vient de quelqu'un? Quand ça vient de l'extérieur ou quand c'est une voix à l'intérieur, mental tyrannique. J'avais entendu une prof de yoga un jour dire à propos des pensées, elle disait « Ne chasse pas tes pensées avec violence, apprends-leur plutôt la danse ». Et je crois que c'est un peu cette idée, c'est un peu les mauvaises pensées, c'est un peu comme un monstre dans un rêve. Plus tu essayes de les éviter, plus ça devient gros et menaçant. Et plus tu te retournes et que tu fais « Allez, viens, qu'est-ce que ça, toi ?» Tu vois, plus tu arrives à gérer. Après, il y a un certain nombre d'outils qui t'aident à faire face. Si j'ai de l'anxiété, de la peur, de la culpabilité en moi, je peux peut-être méditer pour l'observer. Je peux sortir les poubelles mentales. C'est quelque chose dont je parle dans le bouquin ou dans la conférence TED. C'est un outil. Je peux pratiquer la gratitude, et pratiquer la gratitude, ça a moi complètement transformé l'allocation naturelle normale qu'il y avait entre mes pensées négatives et mes pensées positives. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une petite discipline. Moi, la chose la plus importante que j'ai fait dans ma vie, c'est d'avoir une routine du matin. Alors, je me lève le matin, je sors mes poubelles mentales. Ça veut dire j'écris... Tu vois, ça c'est un matin, j'écris absolument tout ce qui me passe par la tête, sans filtre. Ça veut dire j'essaye de faire accoucher ma pensée pour voir ce que mon moi histoire a à me dire, pour pouvoir statuer, pour pouvoir prioriser, pour pouvoir vraiment aiguiser mon mental pour faire en sorte qu'il me serve le mieux possible. Donc comme ça, je suis capable de savoir... Aujourd'hui, par exemple, je me suis fait un audit de vie. J'ai pris les grandes catégories de ma vie, et j'ai dit, bon alors, qu'est-ce qui se passe dans mon travail? Qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe avec mes amis? Qu'est-ce qui se passe avec l'administratif, etc. Et l'idée, c'est que comment est-ce que tu deviens ton propre coach? D'avoir vraiment un rapport avec toi-même, avec cette voix dans la tête. Une fois que j'ai fini ça,
je fais quelque chose qui influe énormément sur les pensées, c'est je fais un peu d'exercice physique. Je fais un quart d'heure, pas grand-chose, je fais des chiens tête en bas, quelques pompes, ça dure 20 minutes. Mais c'est très important parce que le corps a besoin de se sentir bien pour que le mental soit bien. Et ensuite, je fais ma pratique de la méditation. Et je ne peux pas vivre sans cette pratique quotidienne de la méditation. Je ne me permets pas d'allumer mon téléphone tant que je n'ai pas fait ces choses-là. Et je ne me permets pas de manger mon petit déjeuner non plus tant que je n'ai pas fait ces choses-là. La journée ne commencera pas. C'est l'auteur génial, Elisabeth Gilbert, qui a écrit « Mange, prie, aime », qui est une femme extraordinaire. Elle parle du fait que la plupart de sa journée est consacrée au maintien de sa santé mentale. Parce que c'est un taf. Pour la plupart d'entre nous, c'est du travail. Et donc ça demande de la pratique, mais plus tu as de la pratique, plus tu vas arriver après, quand tu vas avoir des pensées, t'es nul, ta vie c'est de la merde, l'autre c'est un con, personne ne t'aime, enfin je sais pas quel est le goût à toi de la glace, mais moi voilà les pensées que j'ai, où tu arrives à mieux justement faire face à ça et mieux danser avec tes pensées plutôt que de les chasser avec violence. Je t'en prie, merci à toi.